Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information de la RTS et toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard. Les titres de ce journal. Le président de l'Assemblée nationale française est en visite au Sénégal depuis hier. Claude Barthelone, accueilli par son homologue Moustapha Niasse, a eu une séance de travail ce matin avec la représentation parlementaire. La délivrance des visas aux étudiants, les questions d'immigration, les regroupements familiaux ont été entre autres les questions abordées. 350 millions de francs en faux billets. C'est la saisie record effectuée par la gendarmerie sénégalaise. Un renseignement anonyme a permis de mettre la main sur les faussaires. L'opération s'est déroulée dans la zone des Mamelles. Nous sommes à moins de 24 heures du match Sénégal-Angola. En Guinée où se trouve l'équipe nationale, le moral est au beau fixe. Ici au Sénégal, les supporters s'attendent à une victoire pour confirmer la place de leader de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Je vous le disais tantôt, le président de l'Assemblée nationale française est en visite au Sénégal. Il a eu ce matin une séance de travail avec son homologue Moustapha Niasse et les parlementaires sénégalais. La délivrance des visas aux étudiants sénégalais, une humanisation dans le traitement des questions d'immigration, les expulsions, les regroupements familiaux ont été entre autres des sujets abordés, nous dit Habibou Mbaye. La salle réservée à la délégation du président de l'Assemblée nationale française est mythique parce que c'est ici que Léopold Sédar Senghor, l'ami de Césaire, tenait les réunions de bureau du Parlement fédéral du Mali. Le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, de rappeler ce pan important de l'histoire pour souhaiter la bienvenue à son hôte. Une salle qui renferme des secrets qui peuvent aujourd'hui alimenter la coopération parlementaire franco-sénégalaise. Cette salle, si elle pouvait parler et dire tellement d'espérance qu'elle a eu à entendre, dont les échos restent encore, mais ne sont pas perceptibles à l'œil humain. Eh bien, si cette salle pouvait parler, elle vous dirait aussi, Monsieur le Président, soyez le bienvenu. Si je suis ici, c'est aussi parce que je crois que dans cette démocratie moderne et mondialisée, nous avons besoin d'échanger. Aujourd'hui, bien entendu que nous devons tenir compte des espérances, des envies, des attentes des citoyens de chacun de nos pays. Mais s'il ne devait pas exister aussi ces possibilités offertes d'échanger, y compris physiquement, en venant rencontrer l'autre, en venant écouter l'autre, en venant comprendre l'autre, eh bien, nous passerions à côté d'une des responsabilités que nous donnent nos compatriotes. Au menu de cette séance de travail, il a été surtout question d'échanges parlementaires où députés sénégalais et français auront chacun à apporter expertise et expérience à l'autre. Mais au-delà, le président Niasse s'est fait le défenseur de son peuple qui ne demande à la France que ce qu'il mérite. De l'emploi des jeunes qui a figuré au centre de notre séance de travail tout à l'heure. Les visas que demandent les jeunes Sénégalais pour aller étudier en France et s'y former. De la question de la délivrance des visas au consulat de France à Dakar pour que ce type de gestion, de traitement des dossiers de demandeurs de visa soit le plus loin possible humanisé. Et des assurances nous ont été données par M. l'ambassadeur de France qui est ici présent et aussi par M. le président Barthelone. Les expulsions d'Africains de France quand ils ne sont pas en conformité avec la loi. La nécessité d'étudier en profondeur la question des regroupements familiaux pour les Sénégalais qui sont en France par rapport à leurs familles qui sont restées au Sénégal. La partie française n'a pas manqué de dire qu'elle souhaite, avec raison, que lorsque les étudiants sénégalais reçoivent leur diplôme après leur formation, il est utile, il est opportun et il est important qu'ils reviennent servir leur pays au Sénégal dans toute la mesure du possible. Le Parlement étant l'élément essentiel dans une démocratie a poussé les deux partis à élever leur voix pour fustiger l'invasion du Mali, la prochaine étape d'une tournée ouest-africaine. L'hommage à Aimé Césaire se poursuit au Sénégal. Ce matin, il a été surtout question de son héritage au lycée Louis-le-Grand et à l'école normale supérieure. Normaliens et anciens élèves du lycée dont le Premier ministre Abdoul Mbaye ont tenu ce matin à rappeler la richesse de son legs, nous dit Oumou Baldé.
À cette étape des hommages à Aimé Césaire, l'accent est mis sur ses traces à l'école normale supérieure et au lycée Louis-le-Grand. Anciens et actuels pensionnaires de ces institutions, dont le Premier ministre, lui rendent hommage. Abdoul Mbaye, qui a fréquenté le lycée Louis-le-Grand, se souvient des marques laissées par l'illustre Aimé Césaire. Il l'a rappelé avec fierté et s'est rappelé l'héritage d'un homme de triple dimension, humaine, politique et intellectuelle. D'autres, comme le chef du gouvernement du Sénégal, qui ont bénéficié du legs direct d'Aimé Césaire, le lui rendent bien. Non seulement Aimé Césaire est salué chaque année au lycée Louis-le-Grand, mais il est salué plus particulièrement cette année, puisque coïncide le 100e anniversaire de sa naissance, mais comme je le disais aussi tout à l'heure, le 450e anniversaire du lycée Louis-le-Grand. Nos interventions ont convergé pour souligner la signification de l'universel chez Aimé Césaire et dans le mouvement de la négritude de manière plus générale. La négritude, et c'est la leçon de ce que nous avons dit tous les quatre d'ailleurs, j'y ajoute le propos de Monsieur le Premier ministre, la négritude n'est pas enfermement dans la particularité, c'est au contraire la constitution d'un humanisme. De cet immense héritage, le savoir, tout le monde peut en profiter. Et la nouvelle génération ne veut pas rester en rade. On voudrait surtout le remercier de nous avoir permis d'avoir une façon de penser. Nous ne sommes pas aliénés grâce à lui et nous sommes fiers d'être noirs. Ils font tous partie d'une génération de grands écrivains qui défendaient d'abord la race noire. Nouvelle et ancienne génération, deux époques donc pour un hommage, celui à Aimé Césaire, dont l'œuvre inspire toujours et continuera de le faire. Comme il l'écrivait, il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est finie. Césaire nous rappelle beaucoup cahier d'un retour au pays natal. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mars. C'est la journée mondiale de l'eau. La journée a été célébrée au Sénégal. Le thème de cette année, coopération dans le domaine de l'eau. Objectif, permettre aux populations mondiales d'accéder à l'eau pour une gestion rationnelle. Jules Diop. L'eau, une ressource essentielle. Elle est vitale. Cette ressource est cependant inégalement disponible. Son accessibilité n'est pas garantie pour toutes les populations de la planète. Vu l'importance de ce liquide précieux, le Sénégal ne pouvait pas être en reste pour la célébration de cette journée mondiale. L'eau ne connaît pas de frontières. C'est pourquoi il convient de la gérer de manière concertée et coordonnée afin d'en assurer un usage équitable pour les différents utilisateurs. Une partie importante de la population mondiale dépend aussi des nappes phréatiques pour satisfaire ses besoins en eau. Ces dernières sont moins connues, mais elles représenteraient plus de 90% des ressources utilisables. Une ressource qui a des impacts pour sa gestion. Il existe dans le monde 276 bassins hydrographiques transfrontaliers, dont 256 sont répartis, partagés donc par 2, 3, 4 pays. L'existence de ressources en eau partagées oblige à mettre en œuvre des stratégies, des mécanismes de coopération qui permettent de gérer les ressources en eau de manière efficace et durable. C'est pourquoi les organismes de bassin ont été créés autour du fleuve Sénégal, mais également de la Gambie. Plus qu'un pays se développe, plus ses besoins en eau augmentent. Les pays riches consomment en effet plus d'eau que les pays en développement, ce qui nécessite une gestion rationnelle de cette ressource pour les générations futures. L'eau est source de vie, mais c'est aussi source de revenus. Ici à Dakar, pratiquement toutes les maisons disposent de robinets, mais les robinets publics existent toujours. Même s'ils ont tendance à disparaître, certains en font un gagne-pain. Le business de l'eau, c'est avec Daïd Dia. L'eau, source de revenus. Le commerce du liquide précieux reste toujours de mise dans certains quartiers de Dakar, comme ici, à Grand Yoff. Pape Cissé remplace aujourd'hui son grand-père qui a fait de ce robinet public un gagne-pain depuis plus d'une dizaine d'années. La bassine est à 25 francs, le seau aussi. On paie environ 55 000 francs pour la facture. Après, il ne nous reste que 20 000 francs. Robinet Lansana. Ce lieu est devenu célèbre à cause des carapiques. Il porte le nom du grand-père de ce jeune homme. Aujourd'hui encore,
Il est fréquenté soit par des locataires, des ouvriers ou des personnes qui n'arrivent pas à honorer leur facture d'eau. On a été coupé et depuis lors, j'achète ici l'eau à raison de 25 francs le seau. De cette eau, certains créent des activités génératrices de revenus, à l'instar de ces femmes. La bouteille d'eau froide est cédée à 100 francs, le sachet à 25 francs, avec des interrogations certaines sur l'hygiène. Mais depuis quelques années, les industriels ont investi le créneau. Vraiment, les sachets industriels marchent mieux. Aujourd'hui, l'eau que nous mettons nous-mêmes en sachet est vendue très rarement. À raison de 12 000 francs CFA les 4 mètres cubes d'eau, près de 8 000 sachets sont produits, vendus à 50 francs CFA l'unité. Le calcul montre que le business semble florissant, mais l'environnement en prend forcément un coup. Les sachets vides jonchent le sol. Or, le plastique n'est pas biodégradable. Le business de l'eau, c'est avec Ndeye Aïdadia. Aujourd'hui, donc, c'est la journée mondiale de l'eau. La SDE, la Sénégalaise des eaux, a fêté à sa manière cette date. L'entreprise est spécialisée dans la production et dans la distribution d'eau, a organisé une journée portes ouvertes. Hamidou Diop. Dans cette salle de contrôle de la Sénégalaise des eaux, la concentration est au maximum. Ces téléopérateurs sont chargés de gérer le numéro vert de la SDE. Pour cette journée mondiale de l'eau, ils reçoivent en visite un public particulier, des élèves venus pour comprendre le système de production et de répartition de l'eau. Et ce qui est important pour nous aujourd'hui, pour cette journée, c'est que les clients puissent entrer à la Sénégalaise des eaux, partager avec nous et regarder comment nous faisons pour acheminer l'eau jusqu'à chez eux. La visite est importante, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on boit, l'eau, où ça vient et comment on le traite. Cette journée portes ouvertes a été l'occasion pour la SDE de retracer à ses visiteurs tout le circuit de l'eau de Keur Momar à Dakar. Mais une fois cette eau acquise, deux conditions s'imposent. Il ne faut pas la gaspiller et avant son utilisation, un minimum d'hygiène est requis pour éviter les parasitoses. On a voulu aussi leur montrer certains signes qui peuvent aller jusqu'à chez les élèves à une fatigabilité, à un problème de manque d'attention qui peut influer sur les rendements scolaires, mais aussi chez les adultes, leur montrer que beaucoup de problèmes digestifs qu'ils ont, ça peut être lié à un problème de parasitose. Depuis 1996, la SDE a fait de l'accès à l'eau potable son cheval de bataille. Son objectif, répondre favorablement à toutes les demandes de branchement et satisfaire ainsi les besoins de bon nombre de Sénégalais. Je vous le disais dans les titres de ce journal, nous sommes à moins de 24 heures du match Sénégal-Angola et nous allons à présent nous rendre en Guinée pour retrouver un de nos envoyés spéciaux. Bonsoir Ibrahim Mboup. Bonsoir Alassane. Alors est-ce qu'on peut savoir quelle est l'ambiance actuellement là-bas en Guinée à Conakry? L'ambiance, elle est bon enfant, surtout au niveau de la tanière. Le moral est bon. L'équipe, on le pense, est fin prête pour faire un bon match demain face à l'Angola. À ce propos, je vous propose un sujet sur Alain Giresse qui a réagi tout de suite après la dernière séance d'entraînement des Lions qui a pris fin aux environs de 19h30. Nous l'écoutons. Ça y est, ça s'est décanté. Le travail de la semaine a permis d'avoir les éclaircissements qu'on attend pour constituer le 11. Donc voilà, c'est fait. Là. Que les joueurs sont très proches les uns des autres dans les différents secteurs, que ce soit sur le plan défensif, milieu et les attaquants. Donc ça se joue à peu de choses. Ce qu'on pense entre les meilleures complémentarités, ceux qui ont peut-être un peu plus d'expérience que d'autres par rapport à l'ensemble de notre groupe. Donc voilà, après évidemment avec un équilibre dans l'équipe pour respecter ce qu'une équipe a besoin, avoir des hommes de l'axe comme on a, mais là on en a beaucoup, et des hommes de côté aussi, donc voilà, trouver le meilleur système qui correspond aux joueurs potentiels que l'on dispose. Donc, je ne vais pas me préoccuper de l'adversaire, on a essayé d'un petit peu, on les a présentés ce matin, maintenant quels seront les joueurs qui seront alignés. Bon, on n'est pas rentré dans les détails puisqu'on ne peut pas rentrer dans les détails si on ne connaît pas l'équipe. S'il y a des défections, comme vous dites, eh bien, on en prend avec le données, mais
préoccupons nous d'abord, nous, de faire notre jeu, de mettre en place notre jeu et que les joueurs puissent justement animer et se sentir à l'aise dans le 11 de départ. Voilà donc le sélectionneur national du Sénégal, Alain Giresse, qui réagissait à l'issue de la dernière séance d'entraînement des Lions, ici au stade du 28 septembre de Conakry. Vous avez vu, nous sommes dans l'obscurité. La lumière s'est éteinte tout de suite après la séance des Lions. Elle n'est pas revenue depuis. On est obligé de s'adapter. Et pour décrypter les enjeux de ce match capital entre le Sénégal et l'Angola, nous sommes en compagnie de Maître Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football. Maître, bonsoir. Bonsoir Ibrahima. Nous sommes également en compagnie de Mayacine Mar, qui est le directeur technique national d'ETN. Bonsoir. Bonsoir Ibrahima. On peut dire que l'équipe est fin prête pour en découdre demain avec l'Angola, ici au stade du 28 septembre. Ben, tout à fait. Je pense que nous venons de boucler cet après-midi donc la semaine de préparation qui a démarré depuis mardi, avec tout le groupe naturellement. Et effectivement, il y a une bonne ambiance, il y a eu de bons comportements durant toutes les séances d'entraînement que nous avons pu faire. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, on est prêt pour en découdre contre les Angolais demain, Inch'Allah. Donc le moral est bon? Oui, le moral est au bon fixe. Je pense qu'on a senti un bon comportement, un état d'esprit assez implacable également au niveau des jeunes. Et naturellement, sur les aspects sur lesquels on peut se baser pour en tout cas noter un bon état d'esprit, je pense qu'on le sent à l'hôtel. Ils sont ensemble, n'est-ce pas? Ils viennent ensemble à l'heure, ils retournent ensemble, ils mangent ensemble. En tout cas, les moments sur lesquels on est ensemble, on est tout à l'heure. Et je pense que ça dénote un bon état d'esprit. Maintenant, on va s'intéresser à Alain Giresse, le sélectionneur national. Il est âgé de 60 ans. Il va jouer demain. On va dire, il va diriger son premier match officiel sur le banc des Lions. Quel est son style? Comment est-ce que ce style est accueilli dans la tanière? Cheikh Traoré s'est intéressé à cette question. Voici son reportage. Sélectionneur des Lions depuis un peu plus de 2 mois, Alain Giresse a conquis la tanière. Les joueurs parlent de lui avec respect en souvenir de son passé de footballeur de haut niveau, mais surtout du style qui accompagne son projet. C'est un style différent des autres entraîneurs qu'on a eus. Il est vraiment proche du groupe. Il appelle souvent pour savoir comment ça se passe dans nos clubs. Les entraînements, c'est super bien, beaucoup plus réfléchi. Et voilà, je crois que le groupe est content de l'avoir. Avec Alain Giresse, le style est différent, disant cœur plusieurs joueurs. Sa proximité avec le groupe est louée par tous. Il rigole souvent, il essaie d'être près de nous, etc., nous donner beaucoup de conseils. Et même par rapport aux entraînements, et il est là, il est sur le terrain, il nous parle beaucoup. Et voilà, il essaie de surtout plus nous connaître. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on est content que ce soit lui comme sélectionneur. Autre élément bien apprécié par les joueurs, sa méthode basée sur le jeu et l'engagement. C'est ça qui fait notre force, et c'est ça qui fera notre force. Il a aussi un bon discours avec nous, les cadres comme moi, Demba ou Moussa. On s'entend très bien avec lui. Et le film est là, tout est là, et puis voilà, tout est là pour gagner le match. C'est très content d'être avec un sélectionneur comme Alain Giresse. Très bonne chose. Quand on lui parle de l'appréciation des joueurs, Alain Giresse la joue modeste. Lui ne se sent pas particulier, il préfère rester professionnel. L'approche que j'ai avec les joueurs, je suis très humain mais en même temps très exigeant. Parce que j'estime que mon devoir vis-à-vis des joueurs, c'est d'être compréhensif mais exigeant. Pourquoi? Parce que j'estime que si moi je peux leur faire comprendre qu'ils ne doivent pas gâcher leur talent, j'aurais fait quelque chose. Modestement, mais je l'aurais fait. Mon humanisme ne veut pas dire que j'accepterai tout, mais au contraire, parce que je ne peux pas accepter de la négligence de leur part. Vu les qualités qu'ils ont, ils n'ont pas le droit d'être négligents. La nature leur a donné des qualités au-dessus de la moyenne, qu'ils en profitent et qu'ils fassent tout pour en profiter. Ainsi est le sélectionneur des Lions, accessible et direct, Papa Poule et Père Fouettard en même temps, deux faces d'une même personne que les Lions devront cerner et conquérir pour faire durablement partie de son projet. C'était donc Alain Giresse, alias Gigi, 60 ans, je vous le disais, champion d'Europe avec l'équipe de France en 1984, demi-finaliste de la Coupe du Monde 1986, Alain Giresse qui a été un immense joueur, qui s'apprête donc à
diriger demain sur le banc des Lions son premier match officiel. Maître Senghor, depuis que vous êtes président de la Fédération sénégalaise de football, vous avez vu beaucoup de coachs, Amara Traoré, Joseph Koto. Le style de Alain Giresse, comment vous le trouvez-vous? Écoutez, ce que je dois dire, c'est que ce qui nous a frappé au niveau de la fédération depuis l'arrivée de Giresse, c'est sa manière de faire. Il travaille de manière très dépouillée. Il est toujours au contact, il échange beaucoup, il prend les suggestions et surtout, il travaille de manière très simple et il a toujours le souci. Et je pense qu'aujourd'hui, notre vœu, c'était d'avoir un entraîneur de haut niveau. Et avec lui, la simplicité en plus, on peut dire qu'on a trouvé cet entraîneur-là. Maintenant, on va s'intéresser aux adversaires des Lions, les Palancas Negras, au moment où l'électricité est revenue ici au stade du 28 septembre de Conakry. Donc, on va s'intéresser donc aux adversaires des Lions, les Palancas Negras, les antilopes noires en français, qui ont fait cet après-midi leur dernière séance d'entraînement. Ils sont à l'image, ils sont un peu diminués parce que la grande vedette Manucho n'est pas du voyage. Il est blessé. Il y a 5 absences dans cette équipe d'Angola. Sur les 23 convoqués par Gustavo Ferrin, il n'y a que 18 qui ont fait le déplacement de Conakry. Donc voilà donc ce qu'on peut dire ce soir sur cette équipe angolaise qui va jouer demain sans sa grande vedette Manucho, qui a été le bourreau du Sénégal en 2008 lors de la CAN. On se souvient de son doublé face à Abdoulaye Diagne Faye et compagnie. On l'a vu, l'Angola va jouer demain avec des absences, surtout celle de Manucho. Est-ce un avantage pour le Sénégal en direction de ce match capital? Mais vous savez, je pense qu'on ne se focalise pas beaucoup sur le nom des joueurs. Je pense que ce qui est important, c'est l'Angola qui sera en face de nous. Maintenant, qu'il y ait une absence de taille à la personne de Manucho, mais je pense qu'il sera beaucoup plus comptabilisé du côté de l'Angola que de notre côté. Nous, on va jouer en ayant à l'esprit effectivement que nous avons une bonne équipe devant nous, c'est tout. Quand même, c'est une bonne nouvelle côté sénégalais, quand on sait qu'en plus de Manucho, il n'y aura pas Pirolito, il n'y aura pas Campos Dialma, il n'y aura pas donc d'autres grosses pointures dans cette équipe angolaise et qui sont des titulaires. Ça peut être considéré comme un handicap côté angolais, mais comme un grand avantage côté sénégalais. Mais si vous le considérez comme un avantage, mais on le prend. On le considère donc comme un avantage. Maintenant, on va s'intéresser à la vente des billets. La vente des billets a donc débuté durant toute la semaine. Les supporters se sont donc bousculés au portillon pour décrocher le fameux sésame. Koumba Diakhatemar nous a concocté un sujet là-dessus. Voici son reportage. Au stade du 28 septembre, les billets Sénégal-Angola se vendent à un rythme accéléré. À moins de 48 heures du match, ici, c'est la ruée vers les tickets de 10 000 et de 15 000 francs guinéens, soit 1 000 francs CFA. Je viens à peine de payer un billet de 15 000 francs. Bon, vu l'ampleur du match, donc je me suis dit de venir payer à temps parce que bon, je sais que le Sénégal sera supporté par beaucoup de Guinéens aussi. Pour réussir la mobilisation le jour J, la communauté sénégalaise n'hésite pas à mettre la main à la poche, histoire de payer le billet à leurs frères. J'avais déjà payé 10 billets de 15 000 et actuellement je veux payer 10 billets de 10 000 pour les amis qui sont là, je vais les offrir. J'ai acheté 4 billets. Quoi, 4? J'ai acheté pour moi avec pour mes frères aussi. Je vais assister la match pour supporter les Lions de Teranga. Oui, vendez-moi 4 tickets de 15 000. D'accord. Pour combien? 4 tickets. Oui, 4 tickets déjà. J'avais déjà payé 10 tickets de 15 000. Plus 2 tickets pour moi de 100 000 et 10 autres tickets, autant pour moi, 4 autres tickets de 10 000. C'est pour offrir aux jeunes supporters guinéens qui sont derrière l'équipe du Sénégal. On est fiers d'être envers les Sénégalais aujourd'hui. Ils sont chez nous ici. Donc on va venir massivement pour les supporter. L'équation ticket résolue, on se lance dans le jeu des pronostics. Pour l'heure, les Sénégalais ne voient que la victoire de leur équipe sur l'Angola. On gagne 2-0, un but de Missasso quoi. Avec Papis Demosisi. Bon, 2-0 pour le Sénégal. Je pense que le Sénégal va gagner 2-0. 2-0. Doublé de Papis Cissé.
Voilà donc les supporters qui se préparent à venir massivement demain à ce stade du 28 septembre qui a une capacité de 25 000 places, mais pour des raisons de sécurité, le stade ne va prendre que 16 000 supporters. Ça, ce sont des raisons de sécurité. Et là, on va se tourner du côté de Maître Senghor. Au plan organisationnel, est-ce que toutes les mesures ont été prises pour un bon déroulement de ce match? Oui, au plan organisationnel, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que tout se passe bien parce que en dehors du défi sportif, il y avait ce défi de l'organisation puisqu'il fallait transposer les conditions d'organisation sur Dakar, ici à Conakry. Et dans l'ensemble, tout se passe bien au point de vue sécurité en relation avec la fédération guinéenne, mais aussi les autorités guinéennes. Nous avons pu mettre en place tout un dispositif qui demain sera certainement assez efficace. D'un autre côté aussi, la vente des billets se déroule normalement. Les autres aspects liés à l'organisation sont bien maîtrisés grâce à une parfaite collaboration avec la fédération guinéenne et le ministère guinéen des Sports. Et sans nul doute, si ça continue sur cette voie, on pourra dire que le pari de l'organisation ici à Conakry d'un match à domicile du Sénégal pourra être remporté. Espérons que le pari de l'organisation sera gagné demain. Avant de rendre l'antenne à Dakar, on va poser une petite question à Mayacine. On va beaucoup parler de l'état de la pelouse et de la température. Qu'est-ce que vous pouvez dire ce soir à ce sujet? Je pense que l'état de la pelouse, je pense que vous l'avez constaté. Nous avons une très belle pelouse, vraiment. Je pense que et les joueurs eux-mêmes l'ont bien apprécié. Bon, le temps, c'est vrai qu'il fait un peu chaud, mais à partir de 7 heures, ça commence à descendre. Et je pense qu'au fil du match, je pense qu'on est avec une fraîcheur. Merci Mayacine Mar. Merci à vous également, Maître Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football. Maintenant, on va rendre la à Alassane. Voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur le match de demain entre le Sénégal et l'Angola. Coup d'envoi 17h. Merci vraiment. C'est donc l'effervescence déjà à Conakry, mais c'est aussi l'effervescence ici au Sénégal. Mais en attendant de retrouver le sujet qui a été concocté par rapport à cette effervescence ici au Sénégal, nous allons parler de ces suggestions qui ont été faites par des techniciens sénégalais qui suggèrent qu'il faudrait faire le bon choix, favoriser le collectif et renforcer la solidarité entre les joueurs. C'est ce que nous dit Louis Sagna. Le Sénégal est leader de sa poule. Sur le papier, il est favori face à sa bête noire l'Angola. Mais une fois de plus, il faut accentuer la vigilance devant cet adversaire dont le jeu est déjà connu. Là où on doit faire attention, c'est au niveau de notre charnière centrale. Les Angolais, les lusophones, ont d'habitude cette force de jeu de tête très puissant et très organisé. Sur les flancs, quand le ballon arrive, ils sautent bien, ils ont un bon jeu de tête. Et ça, c'est l'apanage des lusophones. Maintenant, au niveau de l'axe, si notre défense éclate sur le flanc, que la charnière centrale fait face au but portugais, au but angolais, pour accueillir les avancantes qui arrivent. Ne jamais les laisser devant leur dos, les avoir devant soi pour les contrôler. Sur le plan offensif, les Lions ont une bonne armada. Est-ce que le choix ne posera pas problème? C'est ce que souhaite tout sélectionneur, tout coach, entraîneur. Alors souhaite vraiment constamment lors d'un match alors avoir l'embarras du choix. Mais il faut savoir maintenant, avec ce potentiel en nombre et en qualité, il faut savoir procéder, faire courageusement et judicieusement alors les bons choix. Les gens crient, il y a trop d'attaquants. Non, dans une équipe, il faut des attaquants. Certains démarrent et d'autres restent sur le banc. Et pour qu'ils puissent apporter le soutien pour continuer le travail des autres. Des exploits individuels sont attendus. Mais encore une fois, le football est un jeu collectif, dit-on. Il s'agit maintenant, comme vous le savez, de faire en sorte que le collectif puisse prendre. Parce que le football aussi est un jeu collectif. J'ose espérer en tout cas que voilà, nous réussirons en tout cas collectivement à faire une bonne production. Et tant qu'il y a une bonne production dans le jeu, on peut espérer. En Guinée, il fait chaud en ce moment. Pour les techniciens, il faut bien doser l'effort. À défaut de gagner, le Sénégal doit tout simplement partager les points et préserver son fauteuil de leader.
À moins de 24 heures du match, les supporters du Sénégal en Guinée ont déjà eu à faire des pronostics. Ici aussi au Sénégal, les supporters ont également eu à faire des pronostics, mais ils ont également fait un appel à la non-violence, nous dit Louise Bidza. C'était au soir du 13 octobre 2012, un certain Sénégal-Côte d'Ivoire, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2013. Après 70 minutes de jeu, ce qui était parti pour être le choc des grands a fini par prendre une tournure inattendue. Des supporters brûlent les pneus dans les tribunes, le match est interrompu. Quelques semaines plus tard, des sanctions tombent. Le stade Léopold Sédar Senghor est suspendu pour une durée d'1 an. C'est donc ce qui justifie le déplacement de la sélection sénégalaise en Guinée. Cependant, même loin du sol guinéen, les supporters des Lions de la Teranga sont plus que jamais optimistes. Je m'attends à un match plaisant et à une victoire des Lions. Moi, j'attends une victoire et je suis confiant de cela. Parce que j'ai déjà vu les joueurs qui devaient être sélectionnés. Vraiment, je crois à eux, quoi. C'est un début pour l'entraîneur, le sélectionneur national. Nous souhaitons quand même que ce match soit qu'il le gagne et que le Sénégal soit qualifié pour la Coupe du Monde. Qu'on gagne déjà. Et comme vous savez, c'est un match compliqué pour le Sénégal. On n'est pas chez nous, on est ailleurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Guinéens qui supportent les Sénégalais. Mais bon, on attend une victoire. On profite de l'occasion pour dire aux Lions d'avoir le diom, le full et de faïda. Et de penser qu'il y a 13 millions de Sénégalais qui sont derrière eux. Et on en a besoin de rien d'autre que la victoire. Pour vaincre l'équipe d'Angola, les idées ne manquent pas. Dans la foulée, les supporters s'essayent au métier de sélectionneur. Par ici, des suggestions de classement à l'attention d'Alain Giresse. Par là, des pronostics. Le classement, bon, je pense qu'il faut, je ne suis pas très spécialiste du football, mais il faut de bons défenseurs et des attaquants assez fougueux comme des Lions. Bon, c'est un match d'attaque, hein. C'est un match d'attaque. Le 4-3-3, c'est bon. Mes pronostics pour le match, c'est 2-0. La victoire, certes, mais au-delà du succès, les appels au fair play se multiplient du côté des supporters. Tant que on supporte, en sport, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Si on perd, on accepte la défaite, il n'y a pas de problème. La violence est à venir, parce que c'est ce qui nous a valu un match en Guinée. Sinon, le stade ne serait pas suspendu. Sénégal-Angola, l'enjeu est de taille. Une victoire en Guinée baliserait la voie des Lions de la Teranga vers le mondial brésilien. Bonne chance à nos Lions. Match que vous pourrez suivre en direct sur la RTS. Je vous le disais dans les titres de ce journal. 350 millions de francs en faux billets. C'est l'importante prise faite dans la nuit d'hier par les gendarmes. La section recherche de la gendarmerie a exploité un renseignement anonyme pour mettre la main sur les faussaires. L'opération s'est déroulée dans la zone des Mamelles. Un joli paquet de fric, comme diraient les truands. 350 millions de CFA, des briques à donner le vertige, qui fort heureusement ne vont pas entrer dans le circuit économique. La section de recherche de la gendarmerie nationale a exploité une dénonciation anonyme pour épingler les malfaiteurs. Hier soir, vers les coups de 19h, nous avons mis en place un dispositif de surveillance sur le site où devait avoir lieu l'opération. Et c'est au cours de 21h que les individus se sont présentés pour faire effectuer une transaction avec celui qui a été supposé faire passer cet argent pour procéder au blanchiment, si on peut ainsi dire. C'est dans ce moment que nous sommes intervenus et on les a interpellés. L'opération a été menée de nuit à la périphérie des Mamelles. Les faux billets ont été saisis. Les faussaires faussement millionnaires vont être privés de leur argent sale et de la liberté. La gendarmerie, quant à elle, poursuit son enquête. Notre pays accueille la rencontre annuelle entre les entreprises de médicaments et les autorités nationales de la réglementation pharmaceutique. Elle concerne les pays d'Afrique subsaharienne francophone. Cette rencontre de 2 jours permettra de discuter du renforcement du système pharmaceutique à Abdelaziz-Ban. L'objectif principal de cette 17e rencontre annuelle est d'échanger des informations avec les pays sur les conditions requises pour la bonne gestion des produits pharmaceutiques. Traiter des sujets en rapport avec la qualité du médicament, à la lutte contre le commerce illicite des médicaments et la circulation des faux médicaments. Mais cette rencontre permettra aussi aux pays africains qui sont présents de discuter de partenariat et d'échange
pour la consolidation des systèmes de pharmacovigilance dans nos différents pays. Il sera aussi question de discuter du renforcement des systèmes pharmaceutiques, mais cela prend en compte l'amélioration de l'accès aux médicaments essentiels de qualité. De mettre au service des populations des médicaments de qualité. Donc, c'est d'avoir l'accessibilité et un système d'assurance qualité pour permettre donc de soigner les malades sur toutes les pathologies. C'est ça le grand problème, c'est le défi à relever. Nous avons également des experts, des professeurs, différents universitaires qui viennent partager leur expérience avec les directions de la pharmacie et du médicament dans l'objectif toujours de permettre une meilleure qualité des médicaments qui vont circuler dans le pays, de faciliter l'homologation des produits mis sur le marché. Le problème de la production pharmaceutique en Afrique de l'Ouest sera abordé. Les recommandations de cette rencontre de 2 jours vont contribuer à sécuriser l'avenir de la production pharmaceutique. L'ambassade des Pays-Bas à Dakar et WWF ont déjà signé une convention de financement de près de 43 millions de francs pour le GREP. C'est la 3e tranche d'une série de financements accordés à l'association des journalistes dans son travail de sensibilisation sur les questions environnementales. Le montant total de ces différentes tranches est d'environ 130 millions de francs CFA. René Massigué Diouf. Le contrat signé entre l'organisation WWF et l'ambassade des Pays-Bas à Dakar pour le compte du groupe Recherche et Environnement Presse consacre la 3e tranche d'une série de financements accordés à l'association. Elle s'élève à 42,5 millions de francs CFA. Les premières et deuxièmes phases ont été respectivement de 32,7 et 59 millions. Ces financements ont été à l'origine de la réalisation de plusieurs activités. On a fait des reportages sur le Nyokolokoba, sur l'exploitation des carrières à Thiès, etc. Donc, traiter des sujets qui intéressent les Sénégalais pour attirer justement l'attention des Sénégalais, mais aussi des décideurs. L'évaluation de l'action du GREP est très positive, au point que plusieurs pays de la sous-région nous ont sollicité pour qu'on les appuie à créer l'équivalent du GREP dans leur pays. À l'actif du GREP, la prise en compte de plusieurs questions écologiques par les gouvernants, 6 visites de presse sur des thèmes d'actualité environnementale, la production d'autant de magazines et de films documentaires de sensibilisation. En tout, le montant de ces financements est de 132,2 millions de francs CFA. C'est un grand investissement aussi de notre part, parce que au total, c'est une somme de presque 130 millions de francs CFA qu'on a donné, mais les résultats sont spectaculaires. Parce que le GREP a quand même pu, dans une précisant, faire un plaidoyer pour l'environnement et mettre l'environnement vraiment tout au-dessus de l'opinion publique et dans le débat public au Sénégal. Le GREP entend poursuivre sa dynamique de sensibilisation pour la sauvegarde de l'environnement. Il compte étendre pour ce faire sa palette de partenaires et voir d'autres mécanismes pour mieux assurer sa tâche. Les journées mondiales des jeunes, c'est ce week-end. Les jeunes de Dakar sont attendus à la paroisse Immaculée Conception de Palmarin autour de l'arche de Monseigneur Théodore Ariensar. Ils vont réfléchir et échanger sur le thème de 2013. À la veille de l'événement, une de nos équipes s'est rendue à la paroisse des Martyrs de l'Ouganda et à la paroisse Marie-Immaculée des Parcelles Assainies. Anne-Marie Gomis. Paroisse Marie-Immaculée des Parcelles Assainies dans la banlieue dakaroise. Ici, les enfants des mouvements Cœur Vaillant en Vaillante chantent à cœur joie. Là, plus sérieusement, les adultes prient. Là-bas, plus loin, les jeunes s'affairent autour des inscriptions pour les Journées mondiales des jeunes. Je suis venu pour m'inscrire pour les JMJ, oui, qui vont se tenir à Palmarin. C'est une fête de jeunesse, voilà, partage de foi et d'amitié, de fraternité. J'y vais pour prier avec mes frères et sœurs, pour professer ma foi. On a besoin d'être édifié par rapport aussi à cette vie qui est très difficile aussi, comme difficile du côté chômage, du côté aussi même de la foi, du côté même aussi des tentations aussi. À l'intérieur, d'autres jeunes. Les jeunes que vous avez vus tout à l'heure sont venus pour s'inscrire. Actuellement, nous sommes à 270 jeunes. Pour participer à la Journée mondiale des jeunes, il n'y a pas que le transport. Il y a des t-shirts, des foulards. Est-ce qu'on peut les voir? Ça coûte 500 francs. Hein? Les polos qui sont là à 4000 francs. Et nous avons les t-shirts. Si pour certains, c'est la première fois? La première fois. Et pourquoi tu veux y aller? Je vais comme tout jeune
qui veut aller rencontrer le Christ, prier entre jeunes, tu vois, écouter le message du cardinal. Pour d'autres, par contre, les JMJ, c'est du déjà vu. Je dirais que c'est la 5e fois. Pour rappel, les Journées mondiales des jeunes sont une initiative du défunt pape Jean-Paul II en 1985. L'événement est célébré chaque année dans chaque diocèse lors du dimanche des Rameaux. Objectif, communier et échanger sur le vécu, les problèmes de la jeunesse en vue de leur trouver une solution. Autre paroisse, autre décor. Au martyr de l'Ouganda, presque pas de monde. À la salle Mukasa, le comité préparatoire s'attelle au dernier réglage. Tout est prêt. On attend juste les badges qu'on doit recevoir demain. En ce moment, on est en train de faire les listes, les groupes. On est au nombre de 266 au martyr. Maintenant, on doit les répartir au nombre de 40 par groupe. Et comme à leur habitude, certains attendent toujours la dernière minute. Je n'avais pas reçu très tôt l'argent. Je me suis dit que c'est important, même si le délai était clos depuis lundi, de venir voir, essayer de m'inscrire. Ce n'est pas un rassemblement juste pour s'amuser ou pour des rencontres, comme certains le font quand ils partent aux JMJ. Mais c'est pour par rapport à la messe, aux rencontres, et vraiment que le message passe, quoi. Et cela malgré les séances préparatoires à l'événement. On a eu à mener, comme on a l'habitude de faire pendant le carême, une nuit de marche de prière qui était sur le message de cette JMJ de cette année, aller de toutes les nations, faites mes disciples. Donc on a rappelé un peu le thème, voilà, c'est le but de la foi qui nous amène là-bas. C'est d'abord une rencontre de prière pour les jeunes. Aussi, chacun aille se confier au Seigneur. Message reçu 5 sur 5. Rendez-vous ce week-end à Palmarin pour les JMJ. Yeah! L'État du Sénégal apporte son soutien à l'événement. Le ministère de la Jeunesse a octroyé une subvention de 13 millions de francs CFA pour l'organisation des JMJ. Kaltom Gay. 13 millions de francs CFA et 11 tonnes de riz comme contribution de l'État pour les Journées mondiales de la jeunesse. Initiées en 1985 par le pape Jean-Paul II, ces journées sont célébrées dans les 7 diocèses du Sénégal. Cette subvention pourra contribuer au bon déroulement des activités. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette cérémonie marque l'engagement de l'État à toujours être aux côtés des jeunes. Comme nous l'avons dit, c'est un moment de communion, mais d'où doit sortir une espérance nouvelle pour construire un citoyen nouveau, comme Monsieur le Président de la République y tient et en a fait la démonstration à plusieurs reprises. Nous voudrions donc souhaiter plein succès à ces cérémonies. Les JMJ sont des moments forts de communion entre jeunes catholiques. L'engagement des autorités à accompagner ces journées est apprécié. L'Église montre sa satisfaction. Cet appui, comme le veut le donateur, sera réparti à travers une clé de répartition qui nous sera propre au niveau des différents diocèses du Sénégal. Remercier le chef de l'État, le Premier ministre, le ministre de la Jeunesse pour cet appui. Les JMJ ont pour but de conforter le jeune catholique dans sa foi, mais dans sa foi pour la construction d'un Sénégal toujours meilleur. En cela, je pense que l'État, comme le spirituel religieux, ici se rejoignent pour construire ensemble le Sénégal. Aller dans toutes les nations et fête des disciples est le thème de cette année. Les 23 et 24 mars, Palmarin va accueillir des milliers de jeunes. Occasion pour eux de communier et de parfaire leur éducation de foi. La 133e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye est prévue du 9 au 10 juin 2013. Un CRD s'est tenu à Dakar pour préparer cette édition. Le comité d'organisation en a profité pour poser toutes ses doléances. Le manque d'infrastructures et l'assainissement y figurent en bonne place. Diana Badia. La 133e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye se prépare. Le comité d'organisation exprime ses besoins. L'assainissement de Cambérène, Yoff, Yeumbeul, Ngor, Malika est au cœur des préoccupations, sans oublier la réfection et la construction de certaines routes qui passent dans ces zones. Nous insistons bien pour que l'État puisse nous aider, pour que par exemple ce problème soit résolu le plus rapidement possible.
l'Ageroute fait le nécessaire par exemple sur ce plan pour refaire les routes qui ont été détériorées par les pluies et tout ça, mais l'ONAS et le ministère de l'Assainissement, nous leur demandons sur ce plan, eux aussi, pour ce qui les concerne, de faire le nécessaire. La santé, la logistique, la sécurité, l'électricité viennent s'ajouter à la liste des doléances. Les différents chefs de service concernés ont pris l'engagement de faire de leur mieux. L'État va veiller au suivi. Nous avions pris l'engagement en relation avec le comité d'organisation pour que nous puissions prendre en charge toutes les préoccupations évoquées ici et faire en sorte que nous puissions, le moment venu, dire avec le comité d'organisation que nous avons pu prendre en charge tous les besoins exprimés ici lors de ce CRD. La communauté laïenne magnifie la démarche du gouvernement. Je tiens tout d'abord à remercier les autorités étatiques, leur tête, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre et son gouvernement. D'autres rencontres vont se tenir pour constater l'évolution du plan d'action. Tout cela pour permettre aux fidèles de faire leur acte de dévotion dans de bonnes conditions. Une forte délégation de Touba Boutlimis est en Mauritanie, une visite qui entre dans le cadre du raffermissement des liens entre les deux cités religieuses, des liens tissés par Seigne Touba et Seigne Sidia Baba. Le compte rendu de cette première journée de visite nous est fait par notre reporter Khalissek qui d'abord nous fait un zoom sur le trajet Nouakchott-Boutlimi. Faire le trajet Nouakchott-Boutlimi aura permis de découvrir des particularités bien propres au paysage mauritanien. Ici, ces dunes de sable engloutissent ces arbustes qui ne peuvent guère résister à la furie conquérante du désert, un désert plus que jamais déterminé à marquer son territoire, sans oublier ces bancs de sable qui ont fini de planter le décor d'un relief aux terres arides, avec quelques arbres très chiches en feuillage. À cela s'ajoutent des concessions éparses qui doivent leur particularité à l'originalité de leur conception architecturale. Et la rigueur climatique semble annihiler tous les efforts de reboisement, réalité qui renvoie à la sagesse selon laquelle l'on ne peut point bâtir sur des sables mouvants. Et vouloir domestiquer le désert paraît cher aux environnementalistes et loin d'être gagné ici. Et après 150 km, le cortège s'immobilise ici, dans cette ville sainte de Boutilimit, où Serigne Bassirou Abdou Khadre et sa délégation sont accueillis par leurs hôtes de la cité de Cheikh Sidia Baba. Il n'y aura presque pas de répit. Cette conférence sur les liens historiques entre le fondateur du mouridisme et l'homme de Dieu Cheikh Sidia Baba et les deux cités de Touba et de Boutilimit aura été l'un des tout premiers thèmes d'une série de conférences de ces journées culturelles. C'est une visite qui a un double sens. Un sens avec une perspective historique qui consiste à revisiter les relations qui existent entre la famille de Cheikh Sidia et la famille de Cheikh Ahmed Bamba, mais également une perspective prospective consistant à revivifier ces relations pluriséculaires. Et c'est des relations qui datent de très longtemps, comme en témoignent les différentes correspondances et également les poèmes que Cheikh Sidia et Cheikh Ahmed Bamba ont pu échanger. C'est donc parti pour 3 jours de réflexion, d'échange et de foisonnement d'idées avec ces sommités intellectuelles et érudits de Touba et de Boutilimit qui vont passer au peigne fin les solides et féconds liens entre Khadim Rassoul et Cheikh Sidia Baba.
En spécial en Mauritanie, Khalisek. L'information a fait hier l'effet d'un coup de tonnerre. Nicolas Sarkozy mis en examen. C'était hier soir à Bordeaux, dans le bureau du juge, que l'ancien président de la République française, en présence de son avocat, s'est vu signifier sa mise en examen concernant l'affaire Bettencourt. Un défilé de berline aux vitres teintées ce matin au domicile de Nicolas Sarkozy. Auprès de l'ancien président, Herzog, son avocat, Michel Gaudin, son directeur de cabinet, ex-patron de la police, Franck Louvrier, le spécialiste de la communication, et son épouse, Carla Bruni Sarkozy, rentrée d'un concert en Allemagne. Pas de doute, dans le 16e arrondissement de Paris, c'est une cellule de crise qui s'improvise autour de l'ancien président. Car dans son entourage, personne n'a vu venir le coup de tonnerre d'hier soir. Dans l'affaire Bettencourt, en quelques heures, Nicolas Sarkozy passe du statut de témoin à celui de suspect. Il quitte le tribunal, mis en examen pour abus de faiblesse sur la milliardaire. Dans le bureau du juge d'instruction, l'ancien chef de l'État vient d'être confronté à plusieurs employés de la maison Bettencourt. L'infirmière, le maître d'hôtel, le chauffeur et le majordome. Leurs versions contredisent celle de Nicolas Sarkozy. Suffisant, estiment les juges, pour mettre en examen l'ancien président de la République. Rentré en avion dès hier soir à Paris, il se mure dans le silence à son domicile. C'est son avocat qui est finalement chargé de relayer son état d'esprit. Monsieur Nicolas Sarkozy est toujours combatif, mais dans le même temps, il a considéré que le traitement qui lui était infligé était scandaleux. Jamais il n'a demandé à être mieux qu'un autre, mais jamais non plus on doit considérer qu'il devrait l'être moins bien. Dans ce dossier, Nicolas Sarkozy ne sera pas poursuivi pour les soupçons de financement occulte qui pèsent sur sa campagne de 2007. Les faits sont prescrits. Reste l'abus de faiblesse pour lequel il encourt 3 ans de prison et une peine d'inéligibilité, de quoi obscurcir l'hypothèse d'un retour sur le devant de la scène politique. Retour au Sénégal, célébration de la Journée internationale du travail social. Cette année, le thème choisi, la contribution du service social dans la réponse à la demande sociale. L'Union nationale des assistants sociaux, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, célèbre ce samedi cette journée. Nous écoutons à ce propos Mbaye Diouf, il est le président de l'UNAS, il est au micro de Salou Seck. Nous organisons cette année la 4e édition de la Journée internationale du travail social. Donc cette année, le thème retenu est la contribution du service social dans la réponse à la demande sociale. Donc c'est un thème d'actualité. La demande sociale, vous savez que c'est un thème qui anime le débat public. Et nous estimons que les travailleurs sociaux ont un rôle prépondérant et déterminant dans les politiques ou les actions, en tout cas, qui devront être menées dans la construction de la réponse qui sera apportée à la demande sociale. Donc ce sera l'occasion pour cette journée d'échanger entre les collègues et de proposer certainement des pistes de réflexion aux autorités, aux décideurs et qui, à mon sens, constituera déjà un piédestal qui permettra vraiment à l'État d'apporter une réponse à la demande qui est multiforme et variée. Le défi économique, c'est un nouveau magazine qui se veut le magazine des décideurs. Pour ce premier numéro, sous la direction de Amadou Gueye, la question « Où va l'Afrique ?» est à la une pour parler de monnaie unique, de corruption et de biens mal acquis. Le défi économique, c'est un mensuel. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h, mais je vous rappelle demain la randonnée pédestre de la RTS, rassemblement ici à 8h, départ à 9h. Ne vous faites pas raconter cette randonnée pédestre parce que tous les présentateurs de la RTS seront tenus de sport pour faire la randonnée pédestre, tous les animateurs de la RTS, tous les journalistes de la RTS, tous les agents de la RTS, donc seront ici devant la RTS pour randonnée pédestre. Le départ sera donné par le directeur général de la RTS, M. Racine Talla. Donc, ne faites pas raconter cette randonnée pédestre. Moi, j'y serai, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition du soir. Merci de nous avoir suivis et bonsoir.